Laissez-moi vous présenter Sans Alcool, le podcast sobre qui aborde le sujet sérieux de l'alcool, mais alors de façon totalement décomplexée. Rejoins-nous pour des discussions sincères et des histoires inspirantes. Nos invités vont nous partager en toute transparence leur parcours de vie, en passant par des anecdotes hilarantes, par des moments de doute, jusqu'à leur prise de conscience. Sans Alcool, c'est le rendez-vous où l'on prouve qu'une vie sobre est totalement possible et joyeuse. Êtes-vous prêts pour un partage sans filtre et sans alcool ? Bonne écoute. Sans alcool. Bonjour et bienvenue sur le podcast Sans Alcool. Aujourd'hui, j'ai l'énorme chance de recevoir Ophélie. Ophélie, elle profite des réseaux sociaux pour faire de la prévention, que ce soit sur la consommation de drogue et aussi d'alcool. Et ce que j'adore avec Ophélie, c'est que on va la suivre pas à pas sur son chemin de la sobriété, qu'elle ne triche pas. Elle est sincère, elle est transparente. Je trouve que la sobriété, c'est, vivre ses émotions à 1000 que ça soit dans la tristesse ou dans le bonheur. Et Ophélie, elle nous partage son chemin et avec bienveillance et c'est hyper inspirant. Il y a un côté très pédagogue. On triche plus et c'est ça qui est beau et c'est ce que j'aime avec, le compte d'Ophélie. Comment tu vas? Bah, moi, ça va. Trop de compliments d'un coup, ça fait bizarre. Ouais, tu les mérites. En tout cas, je suis trop content de t'avoir et bravo. J'ai oublié de mentionner, mais ça va faire, maintenant un peu plus d'1 an que tu as arrêté de consommer de l'alcool. On en parlait tout à l'heure, tu vois? C'est une date qui est hyper, importante parce qu'elle est psychologique. On fait, le dry January, c'est sur 1 mois, mais 1 an, c'est ton anniversaire, c'est le jour de l'an, c'est Noël, c'est tellement de dates où il peut y avoir aussi des mariages. Enfin, c'est un vrai test, je trouve. Je dis pas que c'est simple, je dis pas que c'est facile. Tu le prouves bien aussi, hein. C'est important, qu'on voit que, c'est pas tout rose non plus. Mais il y a tellement de bonheur à la clé que de se retrouver et de savoir qui on est. Justement, j'ai une question à te poser. Ophélie, elle était comment quand elle buvait? Ouh là, ça me paraît presque tellement loin maintenant. Là, moi qui buvais, en fait, je l'ai toujours connu. Donc, en fait, je sais pas trop comment. Et quand toi tu buvais plutôt, tu étais raisonnable, tu savais te limiter à 1 verre, à une bière? Ah non, non. Non, ça, j'ai jamais su être raisonnable sur mes consommations. Toi, quand tu faisais la fête fort. Ouais, ouais. Comment tomber dans l'addiction? Je suis dans une famille qui boit beaucoup, donc que OK. ce soit du côté de ma mère ou du côté de mon père, je nage dedans depuis que je suis toute petite, en fait, et j'ai commencé à boire quand j'avais 14 ans, donc je faisais la tournée des bars avec ma mère. Voilà, donc depuis que je suis toute petite, en fait, je fréquente les bistrots, les bars et cetera avec mes parents, donc je pense que c'était une suite logique. Quand tu dis que tu étais dans les bars, c'est-à-dire que tu étais avec tes parents ou avec ta maman et tu t'occupais comment toi? Je vivais chez ma grand-mère avec mon père. Et quand je rentrais du collège, ma grand-mère me disait d'aller chercher mon père au bistrot parce qu'il tardait à rentrer et du coup, j'allais le rejoindre, à la sortie de l'école et je restais avec lui jusqu'à ce qu'il termine en fait, ses consommations. Donc D'accord. moi j'attendais, je jouais au billard, je parlais avec des gens, je m'occupais comme je pouvais, on va dire. Ouais, tu étais clairement alors une enfant et qui était dans un milieu d'adultes Ouais, c'est ça. et un milieu d'adultes, en plus alcoolisé. Ouais, très toxique pour le coup. Toi, moi j'ai eu un peu ça, plus jeune quand j'étais enfant, de voir des personnes adultes qui étaient, sous. Toi, tu comprenais cet état-là que les adultes avaient bu? Moi, ce que je comprenais pas, c'était pourquoi, quand mon père était sobre, il était pas forcément agréable et quand il était bourré, il était adorable avec moi, en fait. Il m'apportait un petit peu d'affection et cetera, alors qu'en règle générale, il ne m'en donnait pas du tout. Donc c'est vrai que moi, j'ai toujours, eu tendance à préférer, c'est triste à dire, mais c'est la vérité, j'ai toujours eu tendance à préférer mon père saoul que sobre, en fait. Je comprends. Donc ça veut dire que c'était plutôt alors quand tu allais dans ces bars, c'était quand même un moment de partage, c'est ça? C'est les seules choses que j'ai pu partager avec lui, ouais, carrément. Tu consommes comment après quand tu commences à plus à être justement adolescente plutôt? Mais en fait, moi, on va dire, j'ai associé, l'alcool à l'affection, la gentillesse, l'amour et cetera. Donc,
quand j'ai commencé à boire finalement, c'était pour, peut-être comprendre un peu mieux pourquoi les gens étaient si gentils quand ils buvaient, en fait. Et vu que j'avais, déjà à cette époque-là une vie, on va dire, plus ou moins misérable, je me suis dit que ça calmerait peut-être un peu, la tristesse que je ressentais. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à boire, Et ça, c'était, pendant ta période, adolescente? ouais, j'ai commencé vraiment à boire à 14 ans. OK. Et ça, c'est, quoi? C'est pas pendant une fête ou? Pendant l'été, du coup, j'allais en vacances chez ma mère et ma mère, du coup, c'est pareil, c'est quelqu'un qui boit beaucoup. Son ex-conjoint, pareil, buvait énormément aussi et du coup, on avait l'habitude, de faire la tournée des bars, tous ensemble et cetera et j'ai commencé à goûter mes premiers Monaco. C'est les premiers trucs d'alcool que j'ai commencé à boire et après je suis passée directement à l'Irish Coffee parce que j'adorais le café. Et j'adorais l'odeur du whisky, du coup, on faisait la tournée des bars et je buvais des Irish Coffee, j'avais 14 ans. Ah ouais, Voilà. d'accord. Ouais, ouais. Ouais, Donc, ouais, quelque chose qui est, en fait, complètement banalisé, pour le coup. c'est ça. Ouais, parce que j'ai commencé à fumer aussi à ce moment-là. Je fumais des clopes avec ma mère et cetera, donc c'était vraiment un truc, qui était classique, malheureusement. Là, maintenant que tu as grandi, tu te dis, est-ce que tu aurais aimé qu'on parle de ce sujet-là? Est-ce qu'on aurait aimé te mettre des limites, peut-être? Moi, j'aurais aimé qu'on me protège OK. de ça. J'aurais aimé, en fait, avoir des parents qui sont pas toxiques. C'est con à dire, mais bon, malheureusement, voilà. J'aurais aimé avoir une famille qui n'est pas toxique et qui m'aurait apporté de l'affection sans avoir forcément besoin d'alcool. J'aurais aimé avoir une famille qui, fumait pas des cigarettes, les portes fermées, les fenêtres fermées quand j'étais jeune, dans la maison, des trucs comme ça, en fait, tu vois? C'est tout bête, hein, mais je nage là-dedans depuis que je suis toute petite, donc finalement, ce qui n'est pas forcément bon pour moi, je pensais que c'était quelque chose de normal. Je comprends. Mais alors, est-ce que c'est justement ce que tu as vécu plus jeune qui va, faciliter, la rencontre avec quelqu'un qui va justement te mettre dans la drogue dure, pour le coup? Ouais, mais ça après, j'ai toujours eu le même schéma depuis que je suis petite et c'est vrai que j'ai toujours, été entre guillemets «attirée» par des gens qui sont pas forcément bons pour moi. Ça, je m'en suis rendu compte, il y a pas forcément très longtemps maintenant, mais c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez naïve. Enfin, je l'étais plutôt parce que depuis que j'ai arrêté, de consommer, c'est vrai que mon cerveau, réfléchit un peu mieux, on va dire. Mais c'est vrai que je me suis toujours, rapprochée de ce genre de personnes sans forcément le vouloir, mais j'ai toujours été, proche de gens qui boivent beaucoup d'alcool, donc des hommes qui boivent beaucoup d'alcool et qui sont, pas forcément très gentils, on va dire, mais c'est parce que j'ai toujours vécu ça finalement, donc Comment tu rencontres cette personne qui va te faire tomber justement dans la drogue et l'alcool? lui, je l'ai rencontré sur un site de rencontre, OK. donc à fuir, à bannir les sites de rencontre. Tu es dans une région où c'est pas forcément facile de rencontrer? C'est pas que c'est pas facile, c'est que alors, au moment où j'ai rencontré, cette personne, je venais juste de sortir d'une relation ultra toxique. Aïe. Et après j'ai l'habitude, on va dire depuis que je suis toute petite et que j'ai commencé à avoir des amoureux, c'est vrai que j'ai toujours enchaîné plus ou moins les relations. J'ai toujours eu du mal à rester toute seule. Et du coup, au moment où ma relation s'est terminée avec mon ex, je me suis réinscrite sur les sites de rencontres parce que j'avais peur d'être toute seule et ça m'avait tellement bousillée cette histoire-là que, je pense qu'au fond, j'avais besoin que quelqu'un m'aide à surpasser ça, quoi. On dit souvent ça, il faut quelqu'un d'autre pour oublier la personne Voilà, en gros, d'avant. c'est ça, ouais. Je sais c'est pas bien de penser comme ça, mais à ce moment-là, je savais pas j'avais pas encore conscience de tout ça, en fait. Donc je m'inscris sur ce site de rencontre et je fais, 2-3 dates avec des gars avec lequel, ça matche pas du tout et après, je rencontre, ce fameux garçon, très charmant mais qui ne me plaisait pas du tout, en fait. Physiquement, c'était pas mon type. Je le trouvais assez égocentrique, assez, un peu trop sûr de lui. Il faut savoir quand même que ce monsieur est médecin généraliste, donc un peu, se sentir un peu au-dessus des autres et tout et c'est vrai que c'est un comportement qui, moi, me plaît pas, donc
j'ai voulu, mettre un stop, après le premier date. Je voulais pas forcément qu'on se revoie et finalement, j'ai vécu un petit moment, compliqué, juste après l'avoir connu et vu qu'on parlait quand même un petit peu par message, je me suis un petit peu confiée, en fait et c'est vrai que, à partir du moment où j'ai commencé à me confier, il a commencé à être, à m'apporter exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. J'ai pas eu l'habitude, ça m'a fait bizarre et du coup, j'ai dit: «OK, c'est touchant, je comprends pas trop ce qui se passe, donc pourquoi pas, on va peut-être essayer de se voir une deuxième fois». Donc on s'est vu une deuxième fois, sauf que la fois où on s'est vu, c'était avec mon frère et mon meilleur pote. D'accord. Donc je me suis dit: «Le fait qu'ils soient là, ils vont peut-être pouvoir aussi me donner leur avis sur la personne et voir un petit peu ce qu'ils en pensent et tout ça». Et du coup, le «date» entre guillemets s'est très bien passé. On s'est retrouvés dans un bar et à la fin, finalement, mon ex, a fait que discuter avec mon meilleur pote. Ils se sont super bien entendus et à la fin du rendez-vous, du coup, mon meilleur pote est venu me voir. Il me fait: «Non, mais par contre, il est super ce gars, hein. Franchement, tu es tombé sur une pépite, mais là, il était sous tasse quand même, hein». Ouh là! OK. Oh là là Et moi, là! je connais pas trop ce milieu-là, donc je sais pas, en fait, détecter quelqu'un qui est sous drogue ou cocasse. Donc bon, bien sûr, je l'ai appris plus tard, par ce monsieur-là que oui, il était sous tasse, sous cocaïne, sous alcool, sous ce que tu veux. OK, Donc voilà, mais mon frère et mon meilleur pote m'ont quand même rassurée, m'ont dit: «Ouais, franchement, ça a l'air d'être quelqu'un de bien, tu devrais y aller quand même». Donc OK. après, j'y suis allée. Parce que Voilà. toi, dans ta consommation d'alcool, dans le passé, avant de rencontrer cette personne, tu jamais, poussé sur de la drogue? Non, en fait, j'avais essayé une fois, quand il y a quelques années de ça, c'était en 2017 ou 2018, je crois, un truc comme ça. Pareil, j'étais tombée sur un mec qui était cocaïnomane. Sauf qu'avec lui, je n'ai jamais voulu consommer et j'ai tout fait pour, essayer de le faire sortir de ça et une fois, une soirée, en fait, lui, il consommait aussi beaucoup d'ecstasy et cetera. Beh, il comprenait pas que ça me faisait du mal de le voir consommer et du coup, pour qu'il comprenne à quel point ça me faisait du mal de le voir consommer, j'ai consommé. Du coup, j'ai pris, de l'ecstasy et j'ai passé malheureusement un très bon moment sur le coup et après, la redescente a été terrible, mais je voulais vraiment lui faire comprendre en fait, ma démarche venait de là. J'ai pas consommé parce que je voulais consommer, en fait. Donc j'ai plus jamais reconsommé après de drogue, de ma vie. Même, fumer des joints et tout, ça m'a jamais attiré, ça a jamais été mon truc. Ça a vraiment été toujours, l'alcool, l'alcool et l'alcool et c'est déjà bien suffisant, je pense. Il faut quand même savoir qu'au moment où j'ai rencontré donc mon ex qui m'a mis dans la drogue, juste avant de le connaître, j'avais pris rendez-vous avec mon médecin généraliste, pour lui parler justement de mes consommations d'alcool parce que je commençais à me poser des questions à ce moment-là. Parce que, je consommais vraiment quasiment tous les jours et en très grosse quantité et souvent toute seule, pour le coup. Donc je commençais à m'inquiéter, j'avais même appelé ma mère et je lui ai dit: «Écoute, je consomme tant, à telle quantité et cetera. Est-ce que tu trouves ça normal?» Ma mère, moi je vois pas où est le problème. «OK, d'accord, merci maman, c'est gentil». Donc j'appelle mon médecin, je prends rendez-vous, je vais le voir, je lui explique, il me fait: «OK, donc ouais, il y a quand même un problème qui se pose, ce qui serait bien, c'est d'aller voir, un addictologue». Donc je commence à faire la démarche, je prends rendez-vous avec cet addictologue et je rencontre mon ex. Donc j'explique à mon ex que j'ai des problèmes un petit peu avec l'alcool et tout, que j'aimerais bien m'en sortir. Je lui explique un peu ma situation. Il est médecin généraliste, il me dit: «Mais non, tu as pas du tout de problème avec l'alcool, t'inquiète pas, tu peux continuer à Aïe, boire». aïe, 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 aïe. Du coup, j'ai laissé tomber, l'addictologue, j'ai laissé tomber mon médecin généraliste et j'ai fait confiance, à ce monsieur. C'est Voilà. sûr qu'il peut pas te dire que tu as des problèmes si justement lui il en a. C'est souvent un peu ça, hein, quand on a un retour des gens, quand tu leur dis que tu as arrêté de boire, ils disent: «Ah non, non, mais moi tout va bien, moi je Ouais. sais gérer, moi je sais déguster, je sais que voilà» Mmh. et c'est sûr que lui s'il est à fond dedans et pas que en plus l'alcool aussi, il y a de la C'est drogue. ça. C'est pas c'est dingue parce que tu vois, tu pourrais te dire: «C'est un signe de la vie qui fait que ça me met un il y a un médecin qui se met sur ton chemin» et c'est le Mmh. moment où tu te poses des bonnes questions et tu dis: «Waouh, C'est ça. j'ai une ouverture» et c'est là où, après moi, tu sais, je crois pas au destin tout tracé,
mais est-ce que c'était peut-être pas encore le bon moment? Est-ce qu'il fallait peut-être que tu vives cette chose-là qui a Je été pense qu'il fallait que je vive ce moment-là parce que ça a quand même eu un effet boule de neige, ma relation. Bon, j'en ai pété, hein, pendant cette relation. Ça a été la relation la plus difficile de ma vie où j'ai le plus, subi. Mais je pense qu'il fallait que je passe par là pour avoir mon déclic, en fait. ouais, je pense que souvent, c'est quand tu réfléchis, que tu vois, ton passé, tu dis: «Ah ouais, mais en fait, il fallait passer par là». C'est Ouais, dingue, hein, je pense. et c'est des moments de trop grand bonheur ou des moments de grande tristesse, mais Mmh. i c'est tu remets les pièces du puzzle et tu fais: «Ah ouais, d'accord, je comprends pourquoi à ce moment-là, il y avait cette épreuve-là» ou C'est c'est ça. fou quand tu fais un retour sur toi. Mmh mh. La relation, elle débute comment alors avec ce médecin? Bah, du coup, Parce que comme je il est t'ai dit, validé par ton meilleur pote, enfin, tu voilà, tu quand même en confiance, tu vois? C'est c'est ça. Je suis en confiance et il fait tout pour me mettre en confiance. Il faut savoir qu'on s'est mis quand on s'est mis ensemble peut-être 2-3 semaines après s'être connus, je dirais. Tout est allé très, 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 très vite. attends, je te coupe, Ophélie, mais là, les dates, vous faites quoi? Il y a pas de drogue, il y a pas d'alcool? Comme vous faites quoi comme Alors date? Est-ce que ça peut permettre aussi, tu vois, de pouvoir faire un filtre pour dire: «Faites attention les filles ou les mecs, hein, de tomber sur quelqu'un ouais, qui serait» carrément. Notre premier date, du coup, on va dans mon bar préféré. OK. Moi, j'aime bien aller là-bas, parce que, bah, c'est un golf, en fait et du coup, c'est tranquille, le décor est sympa, c'est agréable, il y a pas de bruit et tout, on est tranquille. Donc on va là-bas et le date, il dure peut-être, 2 ou 3 heures quand même, mais du coup, on fait que boire et c'est vrai que sur le coup, j'avais pas fait gaffe, mais il faisait quand même beaucoup d'allers-retours aux toilettes. Ah. Donc avec le recul maintenant, je sais qu'il était sous cocaïne. Mais sur le coup, moi, je pouvais pas le deviner et donc voilà. Mais après, c'est vrai qu'on boit beaucoup. On boit beaucoup, mais on discute aussi beaucoup. Après voilà, comme je t'ai dit, il y a des petits trucs chez lui qui me dérangeaient, puis après sinon, il était quand même très cultivé, très intelligent et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'attire, chez les hommes. J'aime beaucoup les gens qui ont de la conversation, donc c'est pour ça que finalement, le temps est quand même passé vite et finalement, après le bar, du coup, on a décidé de manger ensemble. Donc on s'est posé chez moi, on a mangé ensemble et on a continué à boire, à boire, à boire. On a bu beaucoup et après il est reparti et après on s'est revus la troisième fois, chez lui à midi où là, il y avait pas d'alcool. Il m'a juste préparé à manger et on a discuté et c'est là, du coup, qu'il a commencé à se comporter vraiment de la façon dont j'attendais qu'il se comporte, bizarrement. Et qu'il a commencé, à vraiment m'apporter les choses dont j'avais besoin à ce moment-là et peut-être une semaine après, du coup, on a pris la voiture et on partait, dans sa ville natale pour qu'il me présente à toute sa famille. Ah oui, Donc déjà ça allait ça, super vite, c'est ouais. ouais, 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 c'est allé vraiment très, 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 très vite. Et tu vois, quand tu me parles de vos dates, moi, j'ai fait le comparatif, quand j'ai arrêté de boire. Après, je me suis mis aussi sur les applications de rencontres parce que je me suis dit: «Ça va, c'est cool maintenant, je me sens bien dans ma peau, dans ma tête, je me sens équilibré, c'est le moment de rencontrer quelqu'un pour partager, ma nouvelle vie, quoi» et c'est vrai que j'étais tombé sur une fille qui avait fait aussi justement, beaucoup, d'allers-retours aux toilettes et tu vois, ça m'avait Ouais, un peu choqué et ce qui est fou, c'est que, elle s'était vachement livrée au début, alors moi, je j'avais pas assumé encore le fait de pas boire d'alcool, donc j'avais dit au barman: «Faites-moi les mêmes cocktails mais sans alcool», tu vois? Parce que je sais pas, il y avait un truc con dans ma tête qui je me disais, «Ça va d'accord. la frustrer, ça va» tu vois? «Elle va pas pouvoir se Mmh. lâcher», enfin des trucs cons qui étaient encore des trucs ancrés que j'avais, en moi et c'est vrai qu'elle m'avait parlé de plein de trucs, des trucs un peu artistes, moi que j'aime bien, tu vois? Un peu artistique, elle écrivait, enfin, elle m'avait même partagé un truc qu'elle avait écrit, donc je me dis: «C'est fou, elle se livre à moi, elle est hyper, transparente avec moi», donc j'avais apprécié et c'est vrai que plus la date avait prolongé, plus elle commençait à répéter les mêmes phrases, tu vois? À avoir Mmh. un peu un schéma qui était un peu le même et la personne Mmh. qui était très cool, où je l'avais trouvé vraiment, sympa, enjoué, jovial et puis, qui se confiait à moi, la personne s'est transformée, tu vois? Et j'ai dû la raccompagner au métro un peu comme un enfant, en disant et D'accord. justement à la fin, elle m'avait dit, «Est-ce que tu veux pas qu'on s'achète un truc à 2 parce que j'ai un dealer qui nanana». Moi, je lui ai dit: «On est Ouais. lundi, déjà je consomme pas et en plus on est lundi, c'est mort, il faut que j'aille bosser demain matin». Donc c'était mort et proscrit pour moi, mais tu vois, toi, tu as pas eu cet effet, tu t'es pas rendu compte, parce que
il faut savoir que la cocaïne, avec l'alcool, en fait, ça te permet de pas être trop saoûl. C'est ça? Tu dirais Ouais, ça comme ouais, ça? je sais, ouais. C'est ça, exactement. C'est fou parce que, tu peux après boire à outrance et tu pas, complètement ivre-mort C'est ça, à divaguer ou quoi que ce soit. Et donc là, exactement. donc ces dates-là avec lui, ouais, tu te rends compte qu'il y a un truc chelou, mais tu connais pas le produit, donc tu sais pas. Ouais, mais moi, je me doutais pas qu'il se droguait. Vraiment, pour le coup, je me doutais pas du tout. Bon, j'avais capté qu'il avait une bonne descente quand même au niveau alcool, mais ouais, non, pour la drogue, je pensais pas. Bah, surtout, enfin, pour moi, il est médecin. Donc, C'est vrai que c'est rassurant, en fait. Tu dis: ouais, «Bah, ça m'avait vachement rassurée, il fait pour du le bien coup. aux gens et pour la santé» C'est et ça. après on dit, bon, souvent que c'est je vais pas du tout avoir zut, c'est Les les cordonniers les plus oui, mal chaussés. merci, tu m'as sauvé. Mais alors, il te présente ses parents assez rapidement, sa famille? Ouais, bah, je crois que le jour même où on s'est mis ensemble, il a fait un visio avec sa mère pour me présenter en visio et après, quelques jours après à peine, on a pris la voiture et on est partis dans sa famille, ouais. OK. Et ça, Voilà. c'est quelque chose où tu t'es pas posé trop de questions, Bah, sur le coup, non, parce que moi, étant donné que j'ai pas vraiment de famille, c'est vrai que j'ai toujours recherché chez mon conjoint une deuxième famille, en je fait, comprends, qui compenserait la famille que je n'ai «jamais eue» entre guillemets. je comprends. Donc, bah, non, au contraire, moi, ça, je pense qu'il l'avait compris. Je Donc pense aussi. c'est pour ça qu'il m'a amenée là-bas, en fait. Par contre, j'aurais dû me douter qu'il y avait un problème à partir du moment où le mec appelle sa mère par son prénom. Déjà, à partir de là, c'est bizarre. Oui, c'est chelou. Donc déjà, c'est qu'il y a déjà un manque de respect vis-à-vis de la femme, donc là, j'aurais déjà dû me poser des questions. Mais après, sinon, en soi, ça s'est très bien passé. Le problème, c'est qu'on vient tous les 2 d'un milieu différent. Du côté de sa famille, ils sont assez, assez riches, et cetera. C'est une famille a assez «modèle» entre guillemets et moi, de mon côté, c'est pas le cas du tout. Je suis pas stable. À ce moment-là, je travaille pas, enfin, c'est compliqué. Ouais, juste la différence déjà de personnalité est assez, particulière et très difficile à gérer quand même. Tu crois que lui, il va jouer sur ce fait-là? Il va jouer sur le fait qu'il sait que c'est pas forcément, que tu pas forcément dans ton cercle, social, Il savait que ça me mettait mal à l'aise, mais après, ce qui aurait dû me faire percuter qu'il y avait un problème, c'est aussi le fait qu'il tenait énormément à mon apparence et quand on est allé chez sa famille, du coup, c'est vrai que, il m'a quand même pris rendez-vous chez le coiffeur et tout, il a vraiment fait attention à mon apparence, à mon maquillage et tout. Il fallait vraiment que je j'ai la pose parfaite, en fait, OK. vraiment. J'étais vraiment le petit trophée, tu vois, qu'on met sur une étagère. Donc il m'amène chez sa famille pour avoir le petit trophée, mais en gros, c'est «Sois belle et tais-toi», quoi et là, j'aurais dû, comprendre qu'il y avait un problème déjà. Et là, vous emménagez ensemble? Non, Ou on non? n'a jamais emménagé ensemble. Non, il a jamais voulu. Et alors c'est à quel moment que ça dérape? Alors, les 2 premiers mois de notre relation se passent ultra bien. OK. J'étais comblée à mort, mais vraiment il m'apportait tout ce dont j'avais besoin. J'avais jamais connu ça avant, donc c'était assez incroyable. Jusqu'à ce qu'il commence à, bah, «montrer» entre guillemets son vrai visage. Donc, un soir, bon, entre 2, je savais qu'il consommait de la drogue du coup, vu qu'il me l'avait dit. Bah, moi j'ai laissé faire. Bizarrement, d'habitude, c'est vrai que j'ai toujours ce petit syndrome du sauveur, mais là, je l'ai pas eu, en fait. Enfin, tu sais, il avait presque 40 ans et pour moi, c'était pas quelque chose de réalisable, en fait, de l'aider. Je m'en sentais pas capable, en fait. Donc j'ai laissé faire et un soir, pendant une soirée, moi, je buvais beaucoup, lui consommait sa drogue et cetera, mais du coup, il m'a dit: «Si tu veux, je t'ai pris des places de concert pour qu'on aille voir ton artiste préféré, machin, machin». Donc j'étais super contente, on y va, on prend la voiture, on part en Hollande et sur la route pour y aller, ça commence à être bizarre, je commence à me taper plein de critiques et tout, en mode, culpabilité, genre: «Ouais, c'est à cause de toi, je suis dans la voiture, je vais à un concert qui va me faire chier, je vais voir des gens que je vais pas apprécier parce qu'on Ouh n'est là! pas dans le même univers musical, machin et tout». Que des critiques, mais vraiment que des critiques et c'est moi qui conduisais en plus et lui, bah, du coup, sur le siège passager, il arrêtait pas de prendre de la drogue, de boire et tout et moi, j'étais à côté de lui et
c'était un peu désagréable, en fait et puis je te dis, plus le temps passait, plus il devenait méchant, en fait et j'avais jamais vu ce côté-là de lui, en fait. Donc on arrive dans la chambre d'hôtel et pareil, que des critiques, mais vraiment des critiques, mais très méchantes. Il critiquait tout ce que j'aimais, alors qu'il avait jamais fait avant et après on va à ce fameux concert et là, bah, il s'en prenait à tout le monde, toutes les personnes qui s'approchaient de moi, même s'ils me parlaient pas ou quoi, juste enfin, c'est un concert, on est un peu confinés, tu vois? Bah, il était méchant et tout et puis enfin, vraiment, c'était un des pires moments de ma vie. J'ai j'ai fait que pleurer pendant tout le long, en fait et finalement, bah, on n'est même pas resté jusqu'à la fin et on est reparti dans la chambre d'hôtel. On a dû peut-être rester 1 heure et demie, au truc et finalement, en fait, j'étais tellement mal, il avait réussi à me mettre tellement mal que, en rentrant dans la chambre d'hôtel, je me suis dit: «Bah, il y a ça, j'ai l'impression que l'alcool, c'est pas suffisant, en fait» et lui, avec ça, il a l'air tout le temps bien et tout, bah, OK, je vais essayer, en fait. Enfin, je pense que c'est ce qui a dû se passer dans ma tête. Sur le coup, j'ai pas compris, j'ai même pas eu le temps de souffler que j'avais déjà la tête dans l'assiette, donc j'ai vraiment pas trop compris ce qui s'est passé non plus. Mais je pense que j'avais besoin de déconnecter, en fait. En fait, c'est dingue parce qu'il veut te faire un énorme cadeau, ça te fait énormément plaisir, c'est pour Mmh. toi. Il gâche énormément le moment et toi, tu te dis inconsciemment, pour, être peut-être à son niveau, pour comprendre pourquoi on a un décalage, tu vas dans son sens et tu consommes. Bah, ouais, parce que du coup, moi, je pensais que c'était moi le problème, que c'était de ma faute, du coup, que, j'aurais pas dû accepter qu'on aille au concert et cetera et que j'avais pas à lui faire subir ça, finalement. Mais, Ouais, tu après, culpabilises, ouais, ouais, clairement. c'est ça. Mais sachant qu'en plus, entre-temps, sur les 2 mois de notre relation où moi, je n'ai pas consommé de drogue, on faisait souvent, enfin, on faisait non, pas souvent, justement l'inverse, on faisait très rarement des soirées avec ses potes, sachant que tout son cercle d'amis consomme de la drogue également et c'est vrai que je me tapais beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexions sur le fait que je prenais pas de drogue et que du coup, j'étais désagréable, que je gâchais les soirées, que ses potes voulaient pas me voir parce que j'étais pas rigolote, parce que enfin voilà, j'étais chiante en fait, vu que je prenais pas de drogue et c'est vrai qu'à force de se prendre des réflexions comme ça et cette fameuse soirée où il m'a montré qu'en fait, il était pas forcément gentil, qu'il était super méchant et cetera, ouais, je pense que je me suis dit: «Bah, si je veux le garder, en fait, je crois que j'ai pas le choix». À ce moment-là, quand la première fois que tu en prends, ça te fait quoi comme effet? Parce que c'est Alors pas dans un moment de bonheur, hein, pour le coup, là. non, du tout, c'est pas dans un moment de bonheur et en fait, bizarrement, ce que ça m'a fait ressentir à la seconde où j'ai consommé ça, j'ai eu une espèce de flashback, sur mes traumatismes du passé que j'avais pensé, enfin, que je pensais qu'étaient guéris, en fait Ouais, ça a rouvert et une plaie, quoi. ah mais vraiment, ça a ouvert une énorme plaie que je OK. pensais vraiment, fermée depuis très longtemps et ça m'a remis des souvenirs que je pensais avoir oubliés et à ce moment-là, j'ai compris que c'était fini pour moi et que, si ça, c'était là de nouveau, ça sera tout le temps là et que du coup, le seul moyen pour moi de d'oublier, c'était de continuer à consommer et en fait, quand j'avais quand je consommais, que je faisais mes soirées où je consommais et qu'après j'étais en descente, là, je recommençais à penser à mes problèmes, je reconsommais, plus de problèmes et ainsi de suite et c'est comme ça, en fait, que j'ai su à la première trace que j'allais être dans la merde avec ça, en fait. Ouais, tu as senti tout de suite que tu allais être accro et que Ouais. c'était les up and down, quoi. En fait, tu consommes, tu oublies, Mmh, c'est pour oublier et puis après, la descente, c'est l'enfer et c'est tu ça. reconsommes pour plus être en descente et là, c'est Mmh. l'engrenage, quoi. Enfin, sur ma première consommation, je pensais pas que ça allait me rouvrir des blessures que j'avais totalement oubliées, en fait et ouais, c'est ça qui a été catastrophique, finalement. Je pense que je me voilais la face et je voulais pas voir la vérité en face. Sachant qu'en plus, tu es quand même dans un moment où c'est hyper tu culpabilises, tu es mal. On dit souvent que la drogue, ça augmente tout ce que tu es en train de vivre. Donc là, c'était Ouais. vraiment pas bien et en plus, ça a rouvert à quelque chose du passé. Donc Mmh et mh. et et c'est fou de se dire que, l'addiction va être là parce que, justement pour oublier ce que tu as rouvert, tu vas prendre consommer le produit. Au niveau de l'alcool, tu es comment à ce moment-là? C'est une catastrophe. J'ai jamais bu autant de ma vie.
Avant de prendre mes premières traces, sur les 2 mois, de relation, donc lui, à ce moment-là, venait d'emménager dans la région où j'habitais et il attendait, en fait, de pouvoir ouvrir son cabinet médical. Donc il travaillait pas à ce moment-là, il attendait et moi, à ce moment-là, je travaillais pas non plus. Donc pendant les 2 mois, ça a été, soirée sur soirée. Mais genre, vraiment à outrance, quoi. C'était vraiment catastrophique C'était quoi vos et soirées? c'était juste des soirées à 2, en fait, OK. où on se posait, on regardait des clips sur YouTube et on picolait et lui se droguait. La plupart du temps, c'est ça. Une fois de temps en temps, il y a eu ses potes, mais ça a vraiment été extrêmement rare. Mais du coup, après quand j'ai commencé à prendre de la coke, c'est vrai que, c'est ce que tu disais, ça «annule» entre guillemets les effets indésirables de l'alcool et là j'ai vu, pour moi, j'ai vu une ouverture mais incroyable en fait de pouvoir, consommer encore plus. Donc pour moi, c'était vraiment le graal, pour ça. Donc ouais, j'en étais arrivée à, on va dire à peu près plus ou moins 48 bières par soirée. Ah oui, OK. Ouais, donc j'étais vraiment à mon apogée, de consommation à ce moment-là, ouais, ouais. Et alors, à ce moment-là, il t'évince un peu peut-être de tes potes? Il voit un peu tes potes de temps en temps ou pas du tout? Alors, mon meilleur ami qu'il a rencontré du coup à notre deuxième date, Le du coup pauvre, il lui doit tellement culpabiliser lui. ouais, oui, mais parce qu'il y a pas que ça en fait. Le truc, c'est que il l'a un peu mis dans sa poche. Donc mon meilleur pote, il habite pas du tout dans le Nord, donc il habite pas du tout dans notre région, mais lui, donc il habite en Bourgogne et tous les week-ends, il faisait des allers-retours à Lille pour passer, les week-ends avec moi et mon ex et en fait, mon meilleur pote à ce moment-là, il consomme énormément, énormément de cannabis. Donc lui, il était addict à ça. Ça OK. faisait plus de 10 ans qu'il consommait du cannabis et il était addict à ça, mais jamais les drogues dures. Il avait déjà pris, des tasses de temps en temps, mais voilà, c'était tout ce qui est cocaïne et tout, jamais il avait touché et jamais ça l'avait attiré et en fait, au fur et à mesure de nos week-ends ensemble, mon ex a commencé à lui aussi le mettre dans la drogue OK. Ah ouais, d'accord. et du coup, en fait, en gros, il l'achetait comme ça. À chaque fois, il lui disait: «Viens, je vais te montrer à quel point je suis un mec bien. En échange, je te donne de la drogue et comme ça, toi, tu pourras dire à Ophélie que s'il y a des problèmes, c'est de sa faute et c'est pas de la mienne». OK, d'accord. Oui, c'est En vicieux, gros, hein. c'est comme ça que ça s'est passé. OK, d'accord. Voilà. OK, donc oui, même quand ton pote est là, il est acheté par la drogue, quoi. Exactement, parce qu'à côté de ça, il me fait comprendre que ma famille, est toxique. Bon, pour le coup, sur le principe, il a eu raison. Donc il m'a évincée de ma famille, j'avais plus du tout de contact avec ma famille. Après, à part, mon meilleur pote, je n'avais plus du tout d'amis. Il m'avait fait désactiver mes réseaux sociaux. Donc vraiment, je m'étais totalement isolée du monde. OK, ouais, alors là, pour se sortir de ça, c'est pas évident. Comment Surtout tu quand on est totalement anesthésié par la drogue, quoi. bah, déjà, tu es pas clair avec toi-même. Déjà, donc Mmh. tu es pas dans ton état normal, tu es dans la fuite, tu es avec quelqu'un qui sait où appuyer pour un petit peu qui te manipule, hein, pour le coup. Mmh. Toi, tu as des signaux, des moments un peu de réveil ou pas du tout, tu es vraiment, à la dérive? Avec le recul, non, j'étais addict à l'AC, j'étais addict à l'alcool, mais j'étais aussi addict à ce mec, en fait. Donc pour moi, ce qui était mauvais dans notre relation, c'était moi qui le créais dans ma tête, en fait. Pour moi, tout était de ma faute. J'ai jamais eu même les fois où il pouvait me foutre sur la gueule, j'ai jamais eu le déclic de me dire: «Faut que je m'en aille». Jamais, en fait. C'est à chaque fois que ça s'est Il est produit. devenu violent? Ouais, au fur et à mesure du temps, il est devenu violent Ouh. et même ça, j'ai pas réussi à me rendre compte qu'il y avait un problème. Même pendant nos quelques périodes de séparation, je faisais tout pour le récupérer, en fait. Parce que tu as quand même réussi à te séparer de lui ou c'est lui qui partait? Les quelques séparations qu'on a eues, en règle générale, c'est moi qui lui disais, en gros, que je voulais partir parce que j'étais malheureuse. Mais c'était à chaque fois que je le disais, je le pensais pas et du coup, finalement, c'est lui qui se séparait de moi. Enfin, c'était toxique, hein, mais en gros, c'était comme ça jusqu'à la dernière fois où on s'est séparés, où là, pour le coup, c'est moi qui suis vraiment partie et ça a été, ma seule, seconde, on va dire, de connexion avec mon cerveau où là, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Qu'est-ce qui a fait justement ce déclic-là?
Je sais pas l'expliquer parce qu'en gros, c'était du coup, la dernière soirée que j'ai faite avec lui, la dernière trace de C que j'ai pris, c'était le 23 septembre 2023 et c'est ce soir-là où j'ai eu mon déclic. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé, mais en gros, j'ai terminé ma soirée toute seule. Lui, il était parti se coucher beaucoup plus tôt et j'ai vraiment passé ma soirée à pleurer, à broyer du noir et à faire que réfléchir, réfléchir, réfléchir. J'ai consommé à outrance et le lendemain matin, donc moi, j'étais encore réveillée. Lui, il venait de sortir du lit et il me voyait en train de pleurer et puis il m'engueulait parce que je pleurais et finalement, il a essayé de me mettre dehors par colère. Je c'est encore un peu flou, hein, mais je sais que je me suis retrouvée, dans un état, lamentable, j'avais des bleus partout et cetera et finalement, à ce moment-là donc enfin, il m'a enfermée, on va dire, dans le couloir et quand, il s'est calmé, il m'a fait rentrer chez lui. Il était en pleurs et il m'a fait culpabiliser d'avoir été violent. Il m'a dit que c'était de ma faute, que je le rendais fou et cetera, qu'il savait pas comment me rendre heureuse et cetera et donc finalement, il était tellement mal que je suis restée avec lui et le lendemain matin quand il est parti, je suis partie et je suis jamais retournée vers lui et voilà. Mais je sais pas trop pourquoi. Quand je suis partie, j'en ai parlé avec une ancienne copine à moi. Elle m'a dit: «Tu devrais aller porter plainte». Moi, je voulais pas et finalement, je me suis dit: ce serait peut-être le seul moyen pour lui de ne plus revenir parce que je sais que sinon il serait revenu et que moi aussi j'y serais retournée et du coup, finalement, je suis allée au commissariat, j'ai été déposer plainte. D'accord, ouais, pour vous protéger l'un et l'autre, il fallait absolument, faire Ouais. quelque chose d'officiel, quoi. Mmh mh. Et que cette date, elle est importante pour toi, le 23 Ouais. septembre, 2023. Ouais. C'est ce soir-là ou le lendemain, tu te dis: «Je vais me reprendre en main»? Quand je suis allée porter plainte à la gendarmerie, à la fin de ma déposition, le gendarme m'a regardée. Il m'a dit: «Madame, vous prenez de la drogue?» Je lui ai dit: «Non». Il m'a dit: «Si madame, vous prenez de la drogue». Je lui ai dit: «Pourquoi?» Il me fait: «Parce que ça se voit sur votre visage» et là, Aïe. Ouais, ça m'a fait quelque chose. ouais, Parce ça, que je c'est dur. pensais que sur toute cette période, j'avais réussi à le cacher. Je pensais que, c'était un truc que seulement moi pouvais savoir et quand il m'a mis ça dans la tête, Ça t'a ça m'a fait touché? quelque chose Ouais, ouais. et là, je me suis dit, «Mais en fait, c'est pas moi tout ça. Là, c'est plus possible, enfin, un gendarme me regarde et me dit ça, quoi. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi, en fait?» Mais tu décides d'arrêter alcool et drogue à ce moment-là? Alors, à ce moment-là, pour l'alcool, non. Pour la drogue, oui, je savais qu'il fallait que j'arrête parce que, c'était le truc qui me liait avec mon ex et je voulais couper ce lien et je sais qu'en continuant de prendre de la coke, je serais retournée vers lui et cetera et c'était pas une bonne solution et puis, de toute façon, la drogue, je pouvais la trouver qu'avec lui. Il a jamais voulu me donner ses contacts et tout, il voulait vraiment il me tenait vraiment avec ça, il le savait. C'est si lui, il avait pas envie que je consomme, j'avais pas le droit de consommer. Par contre, lui, il pouvait consommer quand il voulait. Donc OK. moi, j'avais aucun contact, rien du tout, donc je savais que pour en trouver, de toute façon, c'est pas possible. Donc dans ma tête, c'était clair, je devais arrêter ça. Mais pour l'alcool, non, j'ai pas eu le déclic tout de suite. C'est peut-être une semaine après parce que du coup, j'ai voulu boire, un coup la semaine après avoir arrêté la drogue et j'ai vraiment fait un mauvais bad trip et là, je me suis rendu compte que, je pouvais plus, en fait. L'un n'allait plus sans l'autre et si je continue à boire, j'allais continuer à prendre de la drogue et de toute façon, l'alcool sans drogue, ouais, c'était vraiment ça, en fait. L'alcool sans drogue, je pouvais plus les dissocier, en fait. Je comprends. Donc c'est là que j'ai vraiment, dit: même l'alcool, c'est terminé, en fait». Tu as commencé à ressentir quoi? Des manques? C'était physique? L'arrêt de l'alcool? J'ai ressenti un léger manque physique, OK, donc mon stade d'alcoolisme était pas encore, trop élevé. OK. J'ai vraiment eu juste, quelques fois les tremblements et cetera, mais ça a vraiment été sur le plan psychologique que ça a été dur, parce que le jour où, j'ai appris du coup que, où le gendarme m'a appelé pour me dire que ma plainte était classée sans suite et que mon ex venait de sortir de garde à vue, j'ai voulu, m'en finir, en fait. Donc j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, quelqu'un m'a sauvée avant
et c'est là que, du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, arrêter, une substance, c'était pas quelque chose de simple et qu'il fallait pas le faire toute seule et du coup, bah, quand je me suis fait hospitaliser pour ma tentative de suicide, on m'a gentiment envoyée vers un centre de désintoxication, mais en hôpital de jour. Donc j'ai commencé à être suivie en hôpital de jour et c'est là que j'ai compris qu'en fait, j'avais un réel problème d'addiction et que, bah, tout ce que je pensais savoir, je savais rien, en fait. Je pensais être en capacité de tout gérer, mais en fait, non, j'étais pas du tout en capacité de gérer et heureusement qu'ils ont été là, ils m'ont vraiment sauvé la vie pour le coup. Dans ce moment tragique-là, où, tu veux vraiment finir, c'est parce que tu as plus de solution? Parce que tu as peur de le revoir? Qu'est-ce qui se passe par ta tête? Non, c'est parce que j'ai perdu foi en la justice une deuxième fois dans ma vie. Je me suis rendu compte que la vie était pas juste et que de toute façon, quoi qu'il arrive, je serai jamais légitime dans ce monde. Je le pense encore aujourd'hui. J'ai vécu des traumatismes quand j'étais enfant et qui ne sont pas guéris aujourd'hui et qui ont pareil, n'ont jamais donné suite en fait, m'ont jamais donné raison. Et bah, là, j'ai ressenti la même chose avec ma plainte vis-à-vis de mon ex et ça a été un coup trop dur. Entre ça, l'arrêt des substances, les douleurs physiques parce que j'étais quand même dans un sale état, bah, il y a tout ça qui a fait que, pour moi, je voyais plus du tout d'issue, en fait et lui, ça lui a aussi donné raison et le fait d'avoir eu ma plainte qui a été classée sans suite, ça lui a montré que, bah, c'est lui qui avait raison et moi qui avais tort, finalement. Dans ces cas-là, tu fais quoi? Tu te mets en hibernation totale? Tu te coupes du monde? Tu as peut-être besoin de ça? Ouais. Bah, vu que je faisais beaucoup de craving et cetera, en général, ouais, je me mettais en boule dans mon lit, je pleurais, j'attendais que ça passe. En fait, je subissais la douleur psychologique et j'attendais que ça passe et c'est le seul moyen que j'ai trouvé, en fait, de faire face, c'était ça. Donc j'avais l'hôpital de jour quand même à hauteur de 3-4 fois par semaine. Il y a des moments où c'était trop dur, où j'arrivais pas à sortir du lit, donc je n'y allais pas. Mais les fois où j'y allais, ça me faisait énormément de bien. Mais sinon, je sortais plus de chez moi pour autre chose. Vraiment, même pour faire mes courses et tout, je sortais pas, je me faisais livrer. Je suis vraiment devenue une ermite et j'ai commencé à développer des angoisses, du stress, des choses que j'avais jamais ressenties avant et vu que finalement, depuis que je suis toute jeune, j'ai jamais connu la vie sans substance. Tu me disais que tu n'as jamais été vraiment seule, pour le coup. Tu étais Tout à toujours fait, en couple, tu vois? Donc là, tu te retrouves toi, exactement, c'est avec ça. toi, ouais. C'est ça. Sachant qu'en plus, avant que je rencontre mon ex, j'avais des animaux à la maison. J'avais un chien et 2 chats et pareil, pendant notre relation, il a réussi à m'en débarrasser. Donc il me restait plus qu'un chat sur les 3 animaux. Donc même ça, j'ai ressenti aussi énormément de honte, de culpabilité. Bon, les animaux sont en bonne sécurité et tout, je les ai confiés à des gens de confiance, donc voilà, mais j'ai quand même subi ça et c'est vrai que, bah, je me suis vraiment retrouvée seule, en fait. Quand tu peux pas te protéger toi, tu peux pas protéger les autres et que ce soit être humain ou animaux, hein. Tu Exactement. sais, à un moment, Mais c'est ça, en fait, j'étais plus en capacité de m'occuper de moi, donc je ouais, pouvais pas c'était la meilleure chose qui tu puisse leur fait arriver, le en bon fait. choix, complètement. Ouais, ouais, Et c'est ce que je me dis aujourd'hui, même complètement. si c'est dur encore, mais c'est ce que je me dis aujourd'hui. Et alors quand tu me dis à l'hôpital de jour, je ressens du bien, c'est comment que tu ressens du bien? Comment ils arrivent à te faire du bien, justement? Parce qu'ils me font réaliser que ma vie n'est pas normale et ça, bah, c'est des choses que je réalisais pas. Mon mode de vie n'était pas normal, que ce que les gens me faisaient subir n'était pas normal, que ce que j'ai vécu, c'était des choses de tragiques et que je devais pas minimiser ce que je ressentais, que c'était grave et qu'il fallait que je me batte, en fait et c'est des choses qu'on m'avait jamais dit. C'est des choses que je ne pouvais pas comprendre vu que j'ai jamais eu de point de comparaison, en fait. Entre le bon et le mauvais, j'ai jamais eu de point de comparaison donc ils m'ont vraiment fait réaliser qu'il était temps que les choses, changent finalement. Ouais, que tu te fasses du bien, quoi. Quand tu parles de craving, pour expliquer un peu le craving, c'est une envie, démesurée de reconsommer, que ça soit, alcool, drogue, on en parlait un petit peu tout à l'heure, même le sucre, Mais même mon ex, du coup, je faisais des cravings de mon ex, D'accord. vu que j'étais addict, vraiment, il y a des moments où j'avais des envies irrépressibles de vouloir, le recontacter et de vouloir le voir, en fait et c'était limite, le plus dur
dans tous mes arrêts, on va dire, de substances. C'était vraiment pour moi le plus dur à ce moment-là. C'était l'addiction que j'avais, vis-à-vis de lui. C'est l'emprise qu'il a réussi à mettre sur Mmh. toi et toi, tu en étais dépendante au final. Exactement, parce qu'au final, je pense pas qu'il y avait d'amour, même de mon côté, hein. Je Ce qui est triste à dire, c'est qu'aujourd'hui, je serais même pas capable de dire qu'est-ce que c'est l'amour, vu que j'ai l'impression maintenant, avec le recul, que je l'ai jamais vraiment connu, que je l'ai jamais vraiment ressenti. Là, depuis que je me suis séparée, j'ai jamais retrouvé quelqu'un, j'ai jamais voulu retrouver quelqu'un, donc j'ai jamais été aussi seule ou aussi longtemps finalement. Et en plus sans substance et finalement, bah, je me rends compte que l'amour, c'est ce qu'on doit s'apporter à soi-même à la base et c'est ce que j'essaye de faire tous les jours et je pense que tant que j'arriverai pas à m'aimer comme je le mérite, bah, je pourrai pas être aimée par quelqu'un ou aimer quelqu'un, en fait. Je trouve hyper juste, on dit souvent: «Il faut s'aimer pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre». Ce qui est important, je trouve, c'est, ce que tu fais aussi avec les réseaux parce que ton parcours, il est très juste. Ma normalité, en fait, n'est pas la normalité et grâce à des personnes comme, les gens que tu vois à l'hôpital de jour, tu as pu prendre du recul. Qu'est-ce que la sobriété t'a apporté maintenant, à l'heure actuelle? Pour moi, je trouve que c'est encore trop tôt pour réussir à détecter, le «positif» entre guillemets, dans le sens où, pour l'instant, je vois encore trop le négatif par rapport au positif que ça m'apporte. Je sais pas si tu comprends ce que je veux Je dire? comprends. Pour Ouais, ouais. l'instant, j'ai encore trop de moments où je me dis: «Ouais, mais c'était quand même mieux avant», tu vois? Ouais, tu es encore en train de te battre. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, tu Ouais. es une guerrière, tu es une battante parce que, il faut le dire aussi, c'est important quand tu deviens sobre, c'est pas, une baguette magique et c'est tout n'est pas tout bleu, quoi. Toi, tu parles des 5 C de l'addiction, tu peux un peu m'en parler? Alors attends, je vais essayer. Attends, dans les 5 C de l'addiction, il y a quoi? Il y a le craving, il y a la je me sens C'est pas pas bien, tu as pas révisé. Non, mais ce qui est important à dire, c'est que, en fait, l'addiction, elle est faite pour perdre le contrôle. On ouais. peut pas, Oui, voilà, la perte de contrôle, c'est ça. tu vois, on peut pas souvent les gens me disent: «Oui, mais non, mais de toute façon, ou juste un rail ou juste, un verre ou, juste un pétard», ça marche pas parce que de toute Non. manière, la dépendance, elle est là, elle est faite Mmh. pour que tu perdes le contrôle. Donc si tu perds le contrôle, c'est mort. C'est ça. C'est pour ça que je veux vraiment être à zéro consommation, même juste l'alcool, souvent on me dit: «Ça va, c'est juste un verre». Oui, mais non, parce que moi, juste un verre, c'est 2 verres, c'est 3 verres, c'est 10 verres, c'est une trace, c'est plus moi, en fait. C'est je Mon cerveau est éteint et je ferai n'importe quoi et non, je veux plus ça. C'est ce que j'ai Les gens ressenti ont pas moi. conscience de ça, en fait. Voilà, la perte de contrôle, en fait, tu en Mmh. veux plus. Tu sais pas de toute manière comment ça va se finir, donc tu veux Ouais, pas commencer et moi je veux pas commencer parce c'est que ça. je sais pas comment je vais finir. Exactement. Quand je fais le point un petit peu, sur toutes les choses que j'ai pu faire, sous substance, je me rends compte que enfin, aujourd'hui, j'ai honte, en fait, d'avoir fait certaines choses, tu vois? Et ça, je veux plus avoir honte de qui je suis, de ce que je fais, de mon comportement, donc c'est pour ça aussi que la perte de contrôle, je veux plus. Toi, tu étais fan de Freixenet Rosé Oui, je me la suis tatouée sur la côte. et tu allé en magasin et tu es tombé sur une bouteille de Freixenet Rosé, mais sans alcool Ouais. et tu t'es posé une question de ouf, tu t'es dit: «Mais est-ce que je peux me permettre de la boire ou pas?» tu vois? Et beh, tu vois, elle est toujours dans mon frigo cette bouteille et c'est surtout que les gens, ils sont pas forcément au courant de ça. Les gens qui veulent arrêter de boire et qui se jettent du coup sur les bières sans alcool et cetera ou même juste les femmes enceintes, tu vois? Qui se jettent sur les bières sans alcool parce qu'elles peuvent pas boire. Elles sont pas forcément au courant qu'il y aura toujours, maximum 1 d'alcool dans sa boisson. Et ça, je trouve ça assez grave, en fait, de pas mettre les gens au courant. C'est pareil, j'ai réalisé il y a pas longtemps, mais il y a vraiment pas longtemps, que, les brioches que tu achètes, les brioches Pasquier, par exemple, que tu achètes en supermarché, elles sont imbibées de rhum Ouais, 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 pour les conserver. Moi, j'ai halluciné aussi. et Ouais, beh, ouais. maintenant je peux plus en manger, je te jure, je peux plus en manger et tu donnes ça à tes gamins.
Ouais, J'arrive pas à comprendre, en fait, que ce soit normal et du coup, bah, c'est vrai que, moi, tout ce qui est boissons sans alcool et cetera, je pars du principe que c'est l'industrie qui a inventé ça pour justement que les gens ils arrêtent pas, en fait. Parce que pour moi, tu n'arrêtes pas de boire si tu bois de l'alcool sans alcool. Enfin, je sais pas si tu comprends ce que je je veux dire? comprends complètement. Ouais, Donc ouais. voilà. Il y en a qui disent que c'est pour faire une transition plus douce pour justement mais je suis d'accord avec toi. Ouais, Enfin, en tout cas pour moi, pour ma part ouais. personnellement, c'est quelque chose qui m'attire pas du tout. Mais je pense que de toute façon, toutes les personnes, comme nous qui sont addictes et qui sont en capacité de se remettre en question et d'apprendre et cetera, sont du même avis que nous finalement. Les personnes qui consomment des boissons sans alcool, c'est des personnes qui sont pas encore prêtes à lâcher prise et à passer à autre chose, en fait. Ça fait un peu la vapote, tu sais, je pense à la Oui, cigarette, ça fait un peu carrément, ça. exactement. Mais Heu, c'est pas bon, on le sait, mais on le prend quand même. On se dit que c'est moins pire que l'autre, mais finalement, Tu sais psychologiquement, je suis même pas sûre pas, que ce soit ouais. moins pire. Ouais. En plus, tu sais jamais vraiment, c'est trop cool, tu parti, tu une nouvelle trop cool de faire un podcast sur Paris. Ouais. Ça t'a créé un peu des émotions quand tu as reçu ce message? C'était de la joie, mais en même temps un peu d'angoisse? Ah, de la peur, surtout de la peur. C'est de la Parce que du peur? coup, c'était pas un podcast, c'était une vidéo. D'accord, Donc j'ai été la filmer, il y a 1 mois et demi à peu près, je crois maintenant. Bah, j'attends encore que la vidéo sorte et c'est vrai que du coup, j'étais vraiment mais énormément, énormément stressée. Je sais pas encore ce que ça donne et je suis frustrée que ce soit pas encore sorti. J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Mais non, j'étais vraiment pas là, parce que là, pour le coup, je suis allée dans les studios de Webedia pour OK, aller bah, tourner et c'était la première fois que je me retrouvais sur un plateau de tournage et tout. C'était très trop cool. particulier Ouais, et je je n'ai pas passé un bon moment. OK. Voilà. Je passe un meilleur moment là, maintenant que, quand j'étais sur le plateau de tournage. Je comprends. Est-ce que toi, tu dirais que la sobriété, ça t'a mis un côté un peu, anxieux? Un Ouais. peu? Ouais, Vraiment, tu sais que, j'en suis arrivée à un stade de me dire: «Je vais pas faire telle ou telle chose parce que, si jamais ça m'ennuie de le faire, j'aurai pas l'alcool pour rattraper le truc», tu je vois? comprends. Genre, juste, un rendez-vous avec quelqu'un, par exemple, parce que bon, même si je suis célibataire depuis tout ce temps, il y a des moments où, j'ai eu quelques rendez-vous, tu vois, qui n'ont abouti à rien, mais j'ai eu, 1 ou 2 rendez-vous depuis et bah, il y en a quelques-uns que j'ai pas fait parce que, je me suis dit: «Je vais aller là-bas, je vais pas pouvoir boire, je vais me faire chier avec la personne». Bah non, je préfère pas y aller, en fait, tu vois? Donc tu dirais quoi? Que tu te préserves, est-ce que c'est pas ou la bonne personne? Parce qu'aussi ça te permet aussi, j'ai l'impression, la sobriété, de faire un tri un petit peu dans Ouais, mais carrément, hein. Moi, je pense que je me mets ça comme excuse, mais au fond, je pense que c'est juste mon instinct qui me dit, «Non, mais cherche pas, ça mènera à rien» OK, et du coup, depuis que je me suis séparée de mon ex, vraiment, j'ai plus du tout eu de relation avec personne et finalement, ça me va très bien comme ça. Mais là, je prenais ça comme exemple, mais pour plein d'autres activités, je peux aussi utiliser, du coup, le prétexte de l'alcool pour pas avoir envie de faire une activité, tu vois? OK, et ça tu l'expliques? Tu saurais dire pourquoi? Bah, je pense que, je pense que quand j'étais encore consommatrice, je me suis forcée à faire trop de choses qui ne me correspondaient pas et que du coup, aujourd'hui, je commence vraiment à trouver de la valeur à chaque activité que j'ai envie de faire, tu vois? Et je me rends compte qu'en fait, si je buvais autant en faisant certaines activités, c'est parce que l'activité n'était pas faite pour moi. Ouais, je trouve ça très hyper juste. Il y a aussi quelque chose, alors j'ai vu par rapport à tes vidéos que tu étais parti en festival sobre. Ouais. Ça, c'est une expérience improbable? C'est une expérience que je ne pense pas réitérer, en tout cas dans ce genre de musique-là. D'accord. C'est Parce quoi que comme là, du coup, c'était quoi ouais, comme genre de c'était un musique? festival de métal. D'accord. Donc là, par exemple, je dois aller faire un concert de métal, début décembre, avec un de mes meilleurs potes et je sais que ça se passera mieux qu'un festival. Parce que là, c'est un concert et pour moi, vraiment, il y a une grande nuance entre les 2, tu vois? Est-ce que tu vois, avec la sobriété, on cherche pas quelque chose de plus qualitatif au final, tu vois? J'ai l'impression. Mmh.
Ah que des mais c'est carrément, tu vois, on recherche des carrément. moments, plus sincères, plus, et c'est là où on va justement prendre du plaisir, et évincer un peu les moments où justement comme tu l'as dit très justement tout à l'heure, c'était des moments où en fait, tu te fais chier parce que tu es pas au bon endroit ou pas avec les bonnes personnes et tu Mmh. consommes, en fait. Exactement, c'est pour ça qu'au final, au festival, on est partis avec mon meilleur pote. Donc Ouais, celui parce que du coup, mon meilleur pote avec qui j'ai consommé de l'AC pendant quelques mois, on a arrêté de consommer, alcool et drogue en même temps. Donc lui aussi, il vit la même chose que moi en même temps que moi, tu vois? génial. J'allais justement te poser la Et question, ouais. oui, du coup, c'est vrai que, bah, on avait même emménagé ensemble et tout. On a fait tout notre processus de guérison ensemble. Trop bien. Là, je suis partie de chez lui il y a à peu près un mois et demi maintenant, tu vois? OK. Mais, j'habite à côté de chez lui, donc on se voit tous les vendredis, et puis voilà. Mais c'est vrai que, on a été ensemble à ce festival et on en a eu la même conclusion. En fait, on se fait chier. Quand on va en festival, c'est pour se bourrer la gueule. C'est bête, hein, mais là, tu vas vraiment pour te bourrer la gueule et de temps en temps voir des artistes que tu apprécies. Mais, sur tout le line-up du festival, tu as pas forcément que des artistes que tu apprécies. Donc quand tu as des artistes que tu apprécies pas, bah, tu bois parce que tu t'ennuies. Bah, là, c'est ce qui s'est passé, en fait. On s'est ennuyés et du coup, on s'est dit: «Bah, en fait, ouais, nous, il faut qu'on fasse des concerts avec vraiment juste les artistes qu'on a envie de voir et là, ce sera beaucoup plus agréable». Ouais, c'est vraiment identifier ce qui te fait vraiment vibrer et pas Mmh, perdre de temps, en fait. J'ai l'impression que c'est ça c'est aussi la ça. sobriété. Ouais, mais c'est totalement ça, carrément. Toi, à l'heure actuelle, donc c'est un retour sur toi. Tu te redécouvres, tu Mmh. prends du temps. Je me Ouais, redécouvre pas, je oui, découvre c'est vrai que je dis finalement, redécouvre, mais parce en que je fait me suis jamais connue bah, oui. sans sens, tu vois? Ouais, ouais, je comprends. Ouais, tu te découvres, tu prends du temps, tu continues l'hôpital de jour ou pas? Non, vu que j'ai déménagé entre-temps, OK, j'ai quitté le nord, je suis en Bourgogne maintenant. Je suis venue en Bourgogne justement pour emménager avec mon meilleur pote trop cool. et pour fuir aussi le nord et tous les souvenirs que j'ai pu y avoir et aussi, bah, mon ex savait où j'habitais, j'avais pas non plus envie, d'être en stress aussi, tu vois? Donc j'ai préféré fuir et donc je suis C'est plus pas de la à l'hôpital fuite, de jour. si je peux me permettre, hein, Ophélie, hein, parce que, je pense qu'un renouveau f tu alors déjà, c'était très cool parce que, tu rejoins ton pote qui est dans la même démarche que toi, donc vous allez Mmh, vous entraider. Il y a de l'entraide oui. et je pense que de changer d'environnement, c'est pas de la fuite. Tu vois, souvent les gens disent: «Oui, mais fuir les problèmes, tu peux pas les fuir». Je suis d'accord avec ça, mais vouloir se faire du bien et vouloir changer d'environnement, je trouve que c'est vachement différent. C'est Mmh, tu vois, c'est se donner des coups de pouce. Moi, bien par sûr. exemple, tu vois, j'étais à Paris, j'ai fait toutes mes 400 coups à Paris, les boîtes de nuit, les afters et tout ça et pour moi maintenant, Paris, c'est un peu la capitale du vice, c'est la sortie, il faut Mmh, boire, faut sortir, faut vivre ouais. des choses parce que tu sais pas, il se passe pas grand chose, donc il faut toujours faire les nouveaux trucs. Et je suis parti à Bordeaux et je pense pas avoir fui, tu vois? Je pense que je me suis recréé un environnement un peu autre Mmh, et je pense qu'on évolue, tu vois, aussi. Mais, je pense pas que ça soit de la fuite, tu vois? Je crois pas. Enfin, en tout cas, moi, je pense pas. Je pense que bah, c'est on m'a toujours, enfin, tu sais, j'ai beaucoup voyagé, beaucoup déménagé dans ma ville. J'ai jamais été stable, donc c'est logique que j'ai beaucoup déménagé. Mais, c'est vrai qu'à chaque fois que je partais d'un endroit à un autre, bah, c'est toujours le même reproche qu'on m'a fait, c'est: «Tu fuis, tu fuis, tu fuis». C'est ma mère qui m'a toujours dit ça, tu vois? Et du coup, c'est resté dans ma tête et pour moi, à partir du moment où je pars d'un endroit, c'est que je fuis et je pense qu'au fond, tu as raison, mais à l'heure actuelle, j'arrive pas encore à me le dire. il faut prendre le temps. Mais Ouais. moi, je passe le message de te dire que je trouve même que c'est du courage. C'est culotté. Tu changes de région, tu vas à un endroit que tu connais pas, tu y vas pour te faire du bien. Pour moi, c'est du courage. Mais tu vois, c'est toujours la même chose, on est toujours Mmh. ancré avec des mécanismes, et des phrases Ouais. toutes faites et plus on déconstruit, plus on se rend compte qu'en fait, tu l'as dit tout à l'heure, je dis reconstruit, mais en fait, tu te construis tout court Mmh. et tu prends ce que tu veux et ce que tu as envie et ce qui te fait du bien Ouais. et c'est ça qui est le plus important. Pour, quelqu'un qui a rencontré ou qui est peut-être avec une personne toxique, toi, tu un conseil à donner là-dessus? Alors c'est pas évident, mais je pense que, à partir du moment où on est avec quelqu'un qui nous critique énormément et qui cherche à nous faire changer, dans le sens où,
qui n'apprécie pas les choses qu'on aime et qui fait en sorte de nous faire détester toutes les choses qu'on aime. Je pense qu'à partir de là, on ne doit pas rester avec la personne. OK. Moi, c'est vraiment le truc qui m'a le plus fait du mal, en tout cas dans ma relation, c'est que cette personne m'a appris à détester toutes les choses que j'aimais chez moi. Et je pense qu'à partir du moment où, on est avec quelqu'un qui nous aime, il est pas censé nous faire changer. On est censé rester nous-mêmes, en fait. Ouais, je te remercie du fond du cœur, Ophélie. J'ai passé un super moment avec toi. Tu es hyper inspirante. Toi, on te retrouve sur tes réseaux, tu où? Moi, je suis sur Instagram et sur TikTok. OK, et c'est quoi ton nom alors? C'est les 2 mêmes? Sur, Instagram, c'est Philly Fury et sur TikTok, c'est Philly44. OK, et alors les 5 C de l'addiction, c'est quoi? Le mec horrible. Non, Je j'ai ne pas tort. répondrai pas à cette question. Joker. En tout cas, bravo pour ce que tu fais parce que c'est hyper inspirant. Je le redis encore, il faut vraiment aller sur tes réseaux, tu triches pas, tu es transparente, tu vis tes émotions et c'est ça la sobriété. C'est hyper pédagogique parce que, bah, tu donnes des conseils, tu donnes des tips, on est là avec toi. Des fois, on veut te faire des câlins parce qu'on dit: «Oh ça allait, ça va aller». Des fois, tu es hyper de joie et c'est ça la vie en fait. Tu es courageuse, bravo de te donner les moyens. On a de la valeur, on est des phénix, on revient des cendres, mais c'est pour encore kiffer la vie et la dévorer et bravo pour ce que tu fais. Moi, je te suis, ça fait partie de mes routines aussi, ça me fait kiffer et hésitez pas à aller sur ces réseaux, c'est vraiment très cool et Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci à toi. Un immense merci d'avoir partagé ce moment privilégié avec nous. Si cette histoire t'a touché et que tu as envie de te livrer, de partager tes succès ou tes défis dans notre podcast, nous t'invitons chaleureusement à nous contacter. N'oublie pas de t'abonner à notre podcast pour ne manquer aucun nouveau épisode. Et souviens-toi, dans la communauté Abstem, on vit la vie à fond, sans alcool, mais avec un cœur rempli de joie. Abstem, une vie épanouie sans alcool.